Nous allons vous proposer un triptyque sur le processus ésotérique du Messie depuis 5000 ans. Alors il y aura donc 3 thèmes dans cette série de capsules qu'on va vous proposer. Le premier thème va traiter du culte ra-osiriaque, l'épopée d'Osiris, l'Énéade de l'Égypte ancienne et la magie Eka. On parle souvent de Eka et Sia dans les vidéos. Là, c'est la magie Eka. Le second thème, on va parler de l'Ancien Testament, le Méchia hébreu et la Kabbale juive. Et puis enfin, le troisième et dernier thème, on va parler des évangiles et le parallèle flagrant qu'il y a avec les cultes égyptiens et indo-ariens, Osiris, Mitra, Kalki. Alors, prenez le popcorn, les chips, les boissons, installez-vous, mettez des pouces bleus en l'air s'il vous plaît, plein de partage pour que vous puissiez contribuer à l'essor de la chaîne Société Supraconsciente. Et on enquille de suite avec la première vidéo, donc le culte ra-osiriaque. Bon visionnage les amis. Allez, donc premier thème, c'est parti Jean-Paul. Alors, on va parler, les sujets vont se diviser en 3. Je vais proposer un triptyque. On va parler du processus christique dans le bassin méditerranéen, parce qu'il y a eu un processus. Le Christ n'est pas apparu subitement dans le bassin méditerranéen avec Jésus de Nazareth. C'est un long processus qui remonte jusqu'à 5000 ans. On appelle ça l'ère Nagada, c'est-à-dire au sortir du néolithique. Sapiens Sapiens connaissait déjà tout ça. Voilà, ces principes mystiques fondamentaux ont donné la magie Eka. On appelle ça la magie Eka. Ça s'écrit H-E accent circonflexe K-A. La magie Eka a accouché du culte ra-osiriaque, et le culte ra-osiriaque en dernier a fondé l'Énéade égyptienne, c'est-à-dire ils ont compris, les Égyptiens anciens, il y a plusieurs milliers d'années, que les états de conscience modifiés ouvraient des portails interdimensionnels. Donc là on y arrive, donc première partie, première vidéo, ce sera la magie Eka, le Sefer Yetzira, magie Eka, l'Énéade égyptienne et culte ra-osiriaque. La deuxième vidéo, justement, on arrivera au judaïsme, Torah et Sefer Yetzira et Kabbale juif. Et la troisième vidéo, elle traitera de la fin de ce processus mystique qui aura accouché du principe de Jésus de Nazareth. Donc là, tu comprends qu'on remonte à l'ère Nagada jusqu'à Jésus de Nazareth, il s'est déjà écoulé 3000 ans, et jusqu'à nous, 5000 ans. Donc tu vois que ça remonte il y a un paquet de temps. Alors pour que tu comprennes la magie Eka, alors magie Eka, c'est un terme égyptien ancien qui voulait dire se servir de son ka. Alors le ka, tu connais le mot, c'est quoi? C'est le cas, c'est la Shekinah. Voilà, le ka, c'est la polarité négative féminine, c'est ce que les juifs kabbalistes appellent la Shekinah. Donc, et le « et » devant signifie se servir de, utiliser le ka. Alors, cette magie Eka, qui se sert exclusivement de la polarité négative, parce qu'il faut comprendre que l'univers, depuis longtemps, par toutes les doctrines à haute intensité spirituelle, ils ont compris qu'il était bipolarisé, et surtout, ils ont compris que le plus, la polarité plus règle l'esprit, et le négatif ordonne la matière. Alors ça, les 7 doctrines, elles l'ont compris et elles le détaillent. Donc, puisque tu sais maintenant que le ka règne sur la matière, tu te dis c'est avec le ka qu'il faut pactiser. Si tu fais de la magie Eka. Alors magie Eka, ça fait un peu occultisme, ça fait un peu sorcellerie. En fait, magie Eka, c'est juste savoir se servir de son véhicule céleste. Ça, les gens, quand ils s'intéressent à la magie Eka, ils pensent faussement que c'était fait avec des bouts de ficelle, des statues en cire. Tu vois, ils ont une fausse idée de ces sciences merkabiques, alors que c'est juste basé sur la vacuité cérébrale, lever son jet, c'est-à-dire activer son 4e creuset. C'est des sciences merkabiques, on parle. Voilà comment est nommé. Alors actuellement, dans le milieu restreint des mystiques de haut niveau, on appelle ça les sciences merkabiques, mais à l'époque, ça s'appelait la magie Eka. Voilà. Alors pour que tu comprennes c'est quoi le bas et le ka,
parce que Eka, donc le bas esprit et le K âme, il faut déjà que tu saches qu'est-ce que c'est. Donc d'après toi, c'est quoi le K et le bas? Ben, tu as parlé d'énergie positive et négative. Tu as parlé de la Shekinah. Le K négatif, c'est la force féminine. Ouais. Et le bas, ben, c'est l'esprit. D'accord, mais ça se traduit comment chez nous? Comment on traduit le K et le bas par un nous? Merkaba, genre c'est les cubes intriqués, là, imbriqués. Ouais, c'est l'alignement de creuset. L'alignement de creuset, Voilà. ouais. On a un alignement de creuset le long du canal pranique qui a été détecté par les 7 doctrines à haute intensité spirituelle. Donc on a un creuset de force vive dans le bassin, on en a un dans le thorax, on en a un dans le crâne et on en a un au-dessus du crâne. Donc ces 4 creusets, en fait, ils sont bipolarisés. C'est-à-dire les 2 creusets du haut sont positifs, les 2 creusets du bas sont négatifs. Alors tu te dis, déjà, le K et le bas, ils sont bipolarisés et on t'explique, il faut que tu arrives à le comprendre, que l'un contrôle l'esprit, la conscience universelle et nos consciences individuelles, et l'autre domine la matière. Donc d'après toi, comment il domine la matière? Quelle est l'interface entre la force vive consciente qui réside dans l'antéversus, donc dans la douat, parce qu'à l'époque ça s'appelait la douat, l'inframonde, comment cette force fondamentale neutre, le Hak, qui est la fusion parfaite des 2 polarités, comment cette force interfère avec notre réalité? Parce qu'il y a une interface. Ben, par l'esprit peut-être, l'esprit qui est... L'esprit, lui, il est là pour coordonner. Mais il y a une force, qui est la force, la Shekinah, elle, qui palpe la matière ici. Comment elle fait? Bonne question, je ne sais pas. Quelle est l'interface entre l'antéversus est insubstantiel et tachyonique? Tu es d'accord avec moi? Oui. Il est de force divine neutre, c'est la douat, c'est la demeure d'Atumra, c'est le Nawan, c'est l'antéversus. Et nous, il y a notre réalité, il y a une interface entre les deux. Comment ça se traduit? Touria, tout ça? C'est pas Touria? Non, ça, c'est l'état de conscience modifié qui permet d'entrevoir tout ce processus. Mais quelle est l'interface qui permet à la force vive consciente d'agir sur la matière dans notre réalité, de construire, de faire des corps, de faire de tout? Notre réalité, la Merkaba. Voilà, la Merkaba, c'est l'interface. Oui, Donc, voilà. mais cette interface, tu te dis, les Merkaba, elles sont le monde éthérique entre l'antéversus et notre réalité. Alors comment ça fonctionne? La Merkaba, comment elle fait pour agir? Comment fait-elle pour agir sur la matière? Ben, c'est comme c'est le Hak qui sort de l'antéversus et il sort dépolarisé. Voilà, là, il se dépolarise. Et c'est justement ça qui fait les Merkaba. Voilà. Donc là, la Merkaba, elle est l'interface bipolarisée. Voilà. Elle contrôle la contre-rotation électromagnétique de tous les véhicules célestes. Elle est l'interface bipolarisée des Merkaba. Mais les Merkaba, elles utilisent un outil dans notre réalité pour transformer la matière. Électromagnétisme? Ouais, ça fait partie. Mais quel est cet outil fondamental? Il y a quand même, il faut que tu penses, il y a quelque chose de basique. Les dimensions. Oui, les dimensions. Alors c'est fait comment déjà les dimensions? Ben, Pourquoi on a une hauteur, une longueur, une largeur? Ben, c'est une... Je sais Alors pas. je te l'explique ça, ce que je vais te dire, les astrophysiciens ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ah, voilà. Non. Donc comment tu veux que j'explique moi? Et justement, la maïotique ça consiste en ça, il y a des choses qui sont possibles à trouver d'autres noms. Et si je te démontre que les astrophysiciens ne le savent pas, c'est parce qu'ils ne le savent pas réellement. Ils ont des explications, mais comme ils n'osent pas rentrer dans le domaine mystique, ils se sont mis des frontières. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, comme on rentre dans l'émanation de la substance divine, eh ben, ils passeraient pour des farfelus s'ils abordaient des domaines mystiques. Forcément. Alors à un moment donné, ils disent, on ne sait pas trop, l'univers entre en expansion. Alors si tu leur dis en expansion dans quoi, ils te disent l'univers se contient en lui-même, c'est une selle de cheval retournée, ça d'accord. Mais si tu leur dis, il rentre en expansion, pourquoi, comment, pourquoi il déploie 3 dimensions, ils ne savent pas te l'expliquer ça. Ils te disent, il y a une force issue du Big Bang, qui déploie en même temps 4 principes, hauteur, longueur, largeur, temps. Vous pouvez m'expliquer, monsieur l'astrophysicien? Non, je ne peux pas. C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. Eh ben, les Égyptiens anciens, il y a 5000 ans, ils arrivaient à te le démontrer. Ouais, mais c'était des autres mentalités aussi. Ils étaient à même de Non, comprendre c'était et des de croire ça. supraconscients de très haut niveau.
Ouais, mais ceux qui écoutaient ça étaient à même de croire ça, puisqu'ils n'avaient pas la science. Alors je vais te dire un truc, les sciences Eka, déjà, à l'époque Nagada, étaient des sciences secrètes. Ce n'étaient pas tous les Égyptiens anciens qui avaient accès aux sciences Eka. Ouais, C'était une sorte, l'élite, une aristocratie. Et dans cette élite, dans cette aristocratie, il y avait un petit pourcentage de mystiques, de scribes, de prêtres du temple d'Amon, de spécialistes de supraconscient, de spécialistes de voyage dans la Douat. Et c'est ces gens-là qui ont analysé. C'est Chemsouor, c'est ça? C'est eux? Ouais, ça part des Chemsouor. Maintenant, on va y arriver, je vais y arriver au Chemsouor. Donc ça part de cette tradition, de ces mystiques qui sont issus de la fin du néolithique. Alors cette tradition, là je ne l'évoque pas, mais elle prend sa source avec les chamanesses du Magdalénien, au paléolithique supérieur. Mais je ne l'évoque pas, là, on va parler juste du triptyque, parce que les chamanesses seront l'objet d'une autre vidéo, d'ailleurs qui se raccordera avec celle-là. Donc la magie Eka, elle n'était pas disponible pour tout le monde en Égypte ancienne. C'était un noyau qui maîtrisait ça. Et ce noyau, figure-toi, qu'ils avaient plus de connaissances que les astrophysiciens de 2019. Je te le garantis. Ah ouais, tu parles. C'est normal, hein, s'ils avaient accès à l'Ante Versus, à tout ça, c'est forcément qu'ils avaient plus de connaissances, c'est clair. Mais après, comment ils les mettaient sur le papier, ces connaissances? Enfin, sur la pierre. Alors c'était crypté sur des hiéroglyphes et c'était en tradition orale, c'est-à-dire dans des réunions qui étaient secrètes à cette époque-là. Ils se réunissaient d'ailleurs à la 4e dynastie, les pyramides, elles avaient cette vocation. C'était des processions entre scribes, prêtres du temple d'Amon et Chemsouor, donc cette caste de moines guerriers qui présélectionnaient des candidats. Et parmi ces candidats, dès qu'ils voyaient qu'il y en avait un qui avait le potentiel de devenir un Chemsouor, il y avait une phase initiatique. Pendant plusieurs années, ce gars était initié aux sciences Eka pour devenir un Chemsouor, c'est-à-dire être un spécialiste avec une culture encyclopédique, mais aussi être des soldats sur le terrain. Ils avaient une double vocation, c'était des moines soldats, c'était des gens très curieux quand même. Donc ils étaient spécialisés dans l'art de la guerre, et c'était aussi des architectes, des médecins, des spécialistes des sciences occultes. Alors je vais t'expliquer, eux, qu'est-ce qu'ils proposaient à cette époque-là. Et tu verras que les astrophysiciens, à la pointe de l'astrophysique actuelle de 2019, commencent à frissonner ce que ces gars savaient maîtriser il y a 5000 ans. Ils commencent à l'entrevoir. Alors le Ka et le Ba, ce sont des tétraèdres. Voilà, le Ka et le Ba, l'esprit qui compose ta psyché et l'âme qui est couplée avec cet esprit, ce sont des tétraèdres. Alors tu te dis, comment des tétraèdres? Ça te fait pas bizarre que je te dis que ton âme et ton esprit, ce sont des tétraèdres? Bah, ça me fait... Ouais, bien sûr que ça fait... Je ne saurais pas pourquoi l'expliquer. Pourquoi c'est simple, c'est que si on existe, nous, dans notre réalité, c'est que justement, il y a un incubateur cosmique. C'est-à-dire que les circonstances, elles ont été favorisées pour qu'il y ait une hauteur, une longueur, une largeur, et qu'il y ait un facteur temps, donc qui veut dire mutation, mouvement. La contrarotation électromagnétique, elle fait partie du facteur temps. C'est-à-dire, nous, ce qu'on prend pour du temps, en fait, c'est des mutations. L'univers a pris une direction que les taoïstes appellent la voie. Ils déploient ce principe de magie Eka, et en déployant cette puissance, ils créent hauteur, longueur, largeur, facteur temps. Alors pourquoi? Parce que le Ka et le Ba sont des singularités. La force vive consciente, les tachyons, ils ont la possibilité de déployer à partir d'une singularité, à partir d'un tachyon, ils ont la possibilité de déployer 3 dimensions. Ça fait un tétraèdre si tu regardes bien. Tu vois, ils arrivent à déployer la hauteur, la longueur et la largeur. Chaque singularité, chaque tachyon porte en elle les 3 dimensions déjà. Et le fait de la bipolarité, le fait d'être couplé avec le positif et le négatif, d'être couplé, cette force devient contrarotative. C'est ce que nous, on perçoit comme du temps. C'est juste des mutations, c'est-à-dire un mouvement qui se déploie dans une certaine direction. Est-ce que tu arrives à le cerner? Les taoïstes l'appellent le Tao. Cette force tachyonique qui va du passé vers le futur et qui déploie ces dimensions, incluant le facteur temps, il l'appelle le Tao. D'accord, mais tu dis il se déploie vers le futur. Ouais.
Ouais, parce que ce mouvement contrarotatif, dans notre réalité, n'a qu'une seule flèche de temps. Il se déploie vers l'avant. Il va du passé comme ça vers le futur. Alors que le hack est tachyonique. Hein. Ouais. La force vive consciente, elle soutient l'armature de toutes les réalités à toutes les époques. Elle ne fait que déambuler entre le passé, le présent et le futur. Mais nous, dans notre réalité, on a la possibilité que d'aller vers le futur. Ouais, c'est comme ça que c'est déployé en K et en bas pour justement fabriquer tous les univers. Voilà, chaque tachyon... Il se fabrique au fur et à mesure tout le temps. Voilà, ça s'appelle la discontinuité. C'est-à-dire les Égyptiens anciens avaient compris que notre univers, le Tao, il se propulse vers le futur, mais dans des mouvements discontinus. C'est-à-dire, nous, ce qu'on prend pour des mouvements fluides, à l'échelle subatomique, ce sont des étincelles tous les milliardièmes de seconde. C'est discontinu. Ce n'est pas une énergie constante. Ouais. C'est une énergie discontinue. Et je vais te l'expliquer pourquoi. C'est lié au tachyonique. C'est lié parce que le tachyon maîtrise le temps. Pour conserver constamment l'énergie qu'il a déployée avec ces 3 dimensions, il a créé une boucle temporelle dans sa propre source de puissance. Et tous les milliardièmes de seconde, il repart dans le passé, il recrée son énergie et il la développe vers l'avant. C'est ça qu'on prend pour du temps. D'accord. Tu arrives à comprendre? Ah ouais, je vois. La boucle tachyonique, elle crée notre réalité. C'est-à-dire le tachyon est incréé, il préexiste à sa propre naissance. En maîtrisant le temps, il arrive à garder son énergie constante. Est-ce que ça déjà tu arrives à l'intégrer? Oui. Parce que c'est la pulpe. Ouais, non, mais ça va, Si tu es largué là, Non. tu comprendras rien au reste. Non, ça va, j'ai pigé ça. On en Voilà. avait déjà parlé un peu plus dans Ça, d'autres vidéos. je te l'avais déjà évoqué, hein. Ça fait 1 an qu'on en parle, je te l'avais déjà évoqué. Donc tu es un peu plus quand même initié que certaines personnes. Donc là, on prend la singularité, c'est le tachyon. Le tachyon déploie 3 dimensions, et comme il se couple avec, quand il va dans notre réalité, avec l'autre polarité, par électromagnétisme, il crée une contre-rotation, il crée un mouvement, et ça, nous, on le prend pour du temps. C'est une force, hein. C'est une force dynamique, hein. Mais nous, on l'appelait temps. En fait, c'est des mutations. Le mouvement, ça bouge, donc ça a besoin de... Ouais, parce que les tachyons génèrent des quarks, les quarks génèrent des atomes, les atomes génèrent des molécules, et tout ça, ça part de cette source tachyonique. Et cette source tachyonique, elle est dynamique. Donc nous, ces mutations, cette désagrégation d'atomes, puis qui se reconstruit, Lavoisier l'avait dit, rien ne se perd, rien ne se crée dans notre univers, tout se transforme. On est subi à la loi du Yi. Les taoïstes l'appellent le Yi, la mutation, la grande mutation cosmique, le Yi. On peut faire le parallèle sur tout, alors sur la réincarnation, on revient toujours comme ça. Oui, aussi. ça c'est le principe fou, FU. Fou se greffe au Yi, c'est-à-dire fou, c'est l'éternel recommencement des mutations. C'est un parallèle. C'est-à-dire que comme c'est gouverné par un esprit, comme le bas est esprit, c'est-à-dire la polarité positive, le yang est esprit, il est insubstantiel, mais il coordonne tout, ce que les hindouistes appellent le dharma. Et la matière, ça relève du Brahman, c'est une énergie semi-insubstantielle qui nourrit les quarks, et par un jeu d'illusions, parce que nos sens sont bernés, ça nous crée 3 dimensions, alors qu'on verra dans le noyau que c'est complètement différent. Tu verras qu'on a affaire à autre chose. Ouais. Il faudra arriver à le comprendre. Là, on va passer dans des principes abstraits qui vont dépasser l'entendement de Sapiens Sapiens. Alors, il faut vraiment intégrer ça pour arriver au noyau à la fin. Ah ben, on se repassera les vidéos indéfiniment. Hein, alors, le tachyon, la singularité, elle déploie avec le positif 3 dimensions. Elle déploie avec le négatif 3 dimensions. Par électromagnétisme, une des forces fondamentales qui est... Alors, le hack, le tachyon, il est porteur de toutes les forces. C'est-à-dire, les mystiques l'appellent la force forte de toutes les forces, comme dans la table d'émeraude. C'est la force qui est porteuse de la gravité, de l'électromagnétique, du nucléaire faible, du nucléaire fort, donc de la force de liaison et de la force atomique. Tout ça, c'est contenu dans le hack. Dans la force vive consciente, elle contient toutes les forces fondamentales. Donc on dit la force forte de toutes les forces. Donc ce tachyon, quand il est dans notre réalité qui se bipolarise, ce sont 2 tétraèdres qui déploient 3 dimensions. Comme c'est électromagnétique, ils se couplent. Comme c'est des polarités interverties, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent contrarotatifs. Ça crée quoi notre réalité? Notre réalité, les 3 dimensions, elles ne sont pas spatiales, elles sont subatomiques. Elles sont générées
par l'infiniment petit et pas par l'infiniment grand. C'est ça que les astrophysiciens ont du mal à comprendre. Ah, ça c'est clair, petit à petit. Hein. Ouais. Tu vois, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que dans la voie que je suis, on dit l'infiniment grand et l'infiniment petit sont séparés par une feuille de papier. Nous, je comprends pour des distances faramineuses, au niveau du taiji, c'est contenu dans une graine de riz. L'infiniment grand est aux portes de l'infiniment petit. Pourquoi? Parce que c'est l'infiniment petit qui contient l'espace. Ce n'est pas l'espace qui contient l'infiniment petit. Les astrophysiciens ils confondent les causes et les effets actuellement. Ils cherchent à trouver le mouvement d'expansion de l'univers. Il est contenu dans le subatomique. Ah ben, la mécanique quantique a des beaux jours. C'est le tachyon qui contient les singularités hauteur, longueur, largeur. Et le mouvement contrarotatif électromagnétique crée le temps. Voilà. La mutation, le yi. Tu verras que petit à petit, on fera les conversions mystiques et les correspondances avec d'autres doctrines à haute intensité spirituelle qui ont fait exactement les mêmes constatations avec d'autres mots. Donc on fera les conversions linguistiques. D'accord. Voilà. Alors maintenant que tu sais que le tachyon, la force vive consciente, elle contient en elle les 3 dimensions et le temps, tu vas mieux comprendre comment fonctionne un véhicule céleste. Et quand tu as envie de syntoniser, ce qu'on appelle une syntonisation, c'est-à-dire de mettre en résonance ta glande pinéale avec la force vive consciente, il faut que tu pactises avec le Ka et le Ba. Alors tu vas pactiser avec le Ba qui est esprit, tu vas lui expliquer ton projet, il faut qu'il soit légitime, il faut qu'il soit... Sinon tu tombes dans l'occultisme, tu tombes dans la magie noire si c'est pour faire du mal. Si c'est légitime, que c'est pour du bien, si c'est pour reconfigurer ta réalité, faire quelque chose de mieux pour tes proches et pour toi-même, là on tombe dans la magie blanche. Et essentiellement, la magie Eka, dans l'Antiquité, elle était blanche. Elle était à 99% blanche. Bien sûr, il y avait toujours un ou deux tarés qui s'infiltraient dans ce genre de cérémonie et qui en retiraient du mal, qui tombaient dans l'occultisme noir, qui se servaient de ça pour paralyser le diaphragme d'un ennemi, pour le tuer par suffocation, des choses comme ça. Alors qu'à 99%, c'était propre, c'était de la magie blanche. Est-ce que tu as des questions? Parce qu'après, je vais poursuivre, moi. Bah écoute, attends, j'avais des questions, mais si tu en parles au fur et à mesure, donc à ce moment-là... ouais, justement, j'avais marqué, on sait que le peuple égyptien était très mystique. Il voulait que la supraconscience soit présente dans la bourgeoisie à l'aide des Shemsuor, par exemple. Un noyau dur de l'aristocratie. C'était un noyau dur, c'était pas tout le monde qui avait accès à ça. Ouais, tu m'avais dit ça. Et donc je voulais parler de baraka. Alors aujourd'hui ça veut dire la chance, mais à l'époque égyptienne ça vous signifiait quoi mystiquement parlant? Justement, voilà le mot baraka. Le mot baraka existe encore de nos jours. En Occident, ça désigne la chance, c'est-à-dire quelque chose qui arrive, vraiment, c'était bien tombé. Mais par contre, c'est encore utilisé dans le soufisme. La baraka, dans le soufisme, c'est l'action d'un cheikh, initié à la haute tradition soufie, c'est-à-dire ça, c'est des gens, ils ont les mêmes connaissances qu'un prêtre mystique. C'est que les soufis, les cheikhs, ou c'est aussi les chiites Non, des cheikhs, il y en a de partout, mais là, je te parle des cheikhs du soufisme. Quand ils atteignent le grade de cheikh, dans le soufisme, dans cette voie, ils ont le droit de prendre dans la tarika, c'est-à-dire dans la tradition mystique de cette voie, ils ont le droit de prendre un disciple, ils l'assoient en face d'eux, et ils font baraka. Alors baraka, ça veut dire syntonisation. C'est-à-dire que le cheikh, dans l'après-midi avec son disciple, il lui a appris Sia, il lui a appris l'écriture, la calligraphie, la philosophie. Mais le soir venu, il lui apprend la syntonisation, c'est-à-dire il va poursuivre son enseignement, mais dans le canal pranique. Et si possible, il va l'amener dans le Baraldat, c'est-à-dire dans l'essence océanique de Allah. Le Baraldat Allah, c'est l'essence océanique de Dieu, c'est-à-dire c'est ce que les juifs kabbalistes appellent l'Ain Sof Haor. Tu verras qu'à la fin, toutes les religions à haute intensité spirituelle concordent. Il n'y a rien qui diffère, c'est la virgule près. Pourquoi? Parce que Ma'at, la vérité absolue, elle est consensuelle. Et toutes les voies ont appris à remonter à la source. Ce phénomène a été cartographié. Il est dissimulé à l'humain lambda, et pourtant il existe. Alors là, je vais arriver donc à la magie Eka. La magie Eka, quand tu es en accord, quand tu es en syntonisation avec le Ka et le Ba, c'est le Ka
qui va interagir sur la réalité. C'est-à-dire le plus haut degré des magies Eka, c'est la syntonisation karmique, c'est le pouvoir, la faculté de reconfigurer ta réalité. C'est-à-dire c'est le but ultime de toutes les sociétés secrètes. Hein. Le grand œuvre, la pierre philosophale, c'est-à-dire qui est issue de la magie Eka, c'est le but ultime des sociétés secrètes. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est la possibilité de reconfigurer ta réalité. Mais ouais, bah, tu vas encore. Alors c'est le cas, c'est le cas. C'est pour ça qu'on dit magie Eka, parce que c'est le cas, la polarité féminine, la Shekinah, ce que les juifs kabbalistes appellent la Shekinah, c'est la polarité négative féminine qui soutient la matière dans notre réalité. C'est pour ça que dans notre réalité, la Shekinah est hyper puissante. La polarité féminine est beaucoup plus active dans notre réalité que l'esprit universel. C'est beaucoup plus facile de toucher le Ka en syntonisation que le bas. Le bas est très dur à accéder. Arriver à Keter, dans les initiations de la Kabbale juive, dans le Sefer Yetzira, atteindre Keter, ce sont des kadosh de très haut niveau. Alors qu'atteindre Tiferet, c'est accessible. Pourquoi? Parce qu'à Tiferet, tu pactises avec le Ka, tu pactises avec l'énergie négative. Tu peux pactiser avec le cas en étant hyper conscient? Oui, ouais. Le Ka, tu peux pactiser en étant hyper conscient. Pas Keter. Les hyperconscients sont coupés du contact avec la sphère de conscience Keter. Mais par contre, c'est pour ça qu'ils ont décidé, c'est pour ça que les hyperconscients ont aussi décidé, parce qu'ils ont accès à Ka. Ils ont accès à l'énergie féminine, à la Shekinah. Mais alors s'ils reconfigurent que leur réalité? Ouais, alors il faut faire attention, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un prix à payer quand tu fais ça. Il y a un prix à payer qui est très dangereux. C'est-à-dire, quand tu reconfigures, quand un mystique de très haut niveau, un supraconscient de très haut niveau, un yogi de très haut niveau, a le pouvoir, le siddhi de la syntonisation karmique, il va pouvoir reconfigurer son avenir. C'est-à-dire, il va agir sur les relations de cause à effet. Il va même agir dans le temps, comme la force vive consciente est actionique, il va même pouvoir modifier des choses qui se sont passées dans son passé pour pouvoir altérer le futur à son goût à lui. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et là, tu peux tuer des proches par mégarde. Ouais. Faut faire très attention. Les sciences écales sont dures à manipuler parce que quand tu rentres dans la syntonisation karmique, involontairement, il y en a qui tuent leurs proches. Et ouais, forcément. Tu reconfigures un destin nouveau, et dans ce destin, si toi, par exemple, tu as envie d'avoir de l'argent, le fait d'avoir de l'argent tue un ou deux de tes proches. Parce que ça va changer toutes les relations de cause à effet. Ouais, forcément. Ouais. Voilà pourquoi, d'abord, il est déconseillé de manipuler la magie Eka. Si tu ne sais pas le faire. Hein. Alors, comment tu peux le faire proprement pour reconfigurer un petit peu ta réalité, pour t'améliorer un peu ton quotidien ou t'améliorer il faut se syntoniser, il faut atteindre Keter parce que justement, les réponses résident dans Keter, dans la sphère de conscience justement de l'esprit. C'est tout en haut de l'arbre séphirotique, c'est 1 Hz d'activité neuroélectrique. Alors que Tiferet, le cas, il réside à 6 Hz d'activité neuroélectrique. Quand tu arrives à 1 Hz d'activité neuroélectrique, la force vive consciente, elle t'explique que certaines voies, il ne faut pas les prendre. Elle va te dire, je te déconseille la fortune. Tu vas lui dire pourquoi? Parce que si tu atteins la fortune, si je te fais prendre ce slide, cette direction de cause à effet, des proches à toi vont mourir. C'est pour ça que tu n'es pas milliardaire. C'est pour ça. Ah ouais, on module avec ça. Il faut faire très attention. On module parce qu'on peut tuer involontairement des proches. Ouais. Il y a des voies où tu peux même te tuer tout seul. Ouais. Ouais. Tu m'as dit. Ouais. Tu rentres dans un slide où tu mets fin à tes jours assez rapidement, tu abrèges ton destin parce que le fait d'arriver à cette fortune tant convoitée te fera mourir par anticipation. Il y a beaucoup d'alchimistes de la Renaissance qui ont eu accès à la magie Eka, donc sous la forme du grand œuvre et de la pierre philosophale. Ça a coûté soit leur vie ou soit la vie de leurs proches parce qu'ils n'arrivaient pas à le manipuler. Ils avaient accès à Tiferet, donc à la magie K, à la magie Eka, mais ils n'arrivaient pas à Keter, donc ils n'étaient pas conseillés. Donc le fait de n'être pas conseillé, de ne pas arriver à la Insof, ça te fait faire des bêtises. La convoitise, l'argent, le tsana, la soif
du fric à tuer des alchimistes à la pelle. Parce qu'attention, la magie Eka, quand tu connais le principe psychophysiologique, elle est à la portée de tout le monde. Ce sont des clés, il faut les apprendre. C'est basé sur la vacuité cérébrale, descendre ton activité neuroélectrique, sublimer les deux polarités. Il y a une alchimie à respecter. Et quand on te l'apprend, quand tu sais le faire, ben, ça marche, tu t'en aperçois. Seulement, il y en a qui en ont abusé, qui ne savaient pas le manipuler et ça leur a coûté la vie. Donc on y va doucement avec ça. Ouais, parce que on fait des très petites modifications. Dans la réalité, tu peux, mais fais des très petites modifications et étale-les dans le temps. Ne sois pas gourmand, ne va pas vite. Étale-les dans le temps. Et fais des toutes petites modifications en prenant soin d'aller à Keter, c'est-à-dire d'aller rencontrer le bas, l'esprit universel, pour savoir si tu ne fais pas une erreur. Donc ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Non. Et voilà. Donc non. Voilà. Donc fin. Ouais, après, voilà, on rentre dans la magie, là. Hein. Les gens ignorent, mais on vit dans un monde de mystique où la magie existe. Ça paraît bizarre, mais les polarités sont inversées. Ce qu'on nous fait croire, la civilisation, elle est bâtie sur un mensonge et une hypocrisie. C'est-à-dire, les civilisations, elles se sont gardées depuis la nuit des temps, les Sumériens, les Akkadiens, les Égyptiens anciens, les Védistes, se sont gardés un savoir ancestral noyauté. Et au commun des mortels, on a fait croire que la magie n'existe pas. Ouais, alors que c'est l'inverse. Ouais, on vit dans un monde mystique où la magie existe. La puissance de certaines personnes, de certaines dynasties sur la planète, elle est fondée sur la magie Eka. Il ne peut pas en être autrement, de toute manière. C'est clair. La transmutation du plomb en or, c'est la syntonisation karmique, c'est la faculté que l'esprit peut agir sur la matière. La pierre philosophale, c'est ça. La pierre philosophale, c'est ton 4e creuset, c'est-à-dire qui est situé au-dessus de ton crâne. C'est une sphère qui a la taille d'un pamplemousse. On l'appelle la pierre philosophale pour 2 choses. La pierre, parce qu'elle ressemble à un gemme, elle ressemble à de l'opale iridescent. La force vive consciente, quand elle est concentrée dans notre réalité, le hack, il ressemble à de l'opale iridescent ou à du titanium. Ça a une surface irisée comme l'intérieur de la coquille des huîtres. Alors ils l'ont appelé la pierre, voilà, les alchimistes l'ont appelé la pierre, et philosophale parce que ça vient de aimer la sagesse, philosophia, étymologiquement en grec, philosophie ça veut dire ceux qui aiment la sagesse. Donc c'est la pierre de ceux qui aiment la sagesse, pierre philosophale. Le grand œuvre, c'est générer ta pierre philosophale. Et une fois que tu génères ta pierre philosophale, que tu cherches ton 4e creuset, là, tu as accès à la syntonisation karmique. Tu peux reconfigurer ta réalité. Mais il faut y aller super doucement. Si tu es conseillé par le bas, tu sais où tu vas. Mais... Et là, quand tu arrives au bas, et tu t'aperçois que tu as des modifications de 1 mm. Tes droits sont limités. Ouais. C'est là que tu t'aperçois que tes droits sont super limités. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Par égoïsme, tu peux tuer tes proches. Un connard qui a envie, qui sait que ce slide, cette direction, pactiser avec la Shekinah pour rentrer dans cette direction, lui faire gagner plusieurs millions d'euros, au sacrifice de son fils ou de son père, il y en a qui l'ont fait. Les enculés notoires l'ont fait. Ouais, je me doute. Il y a un prix à payer quand tu arrives en haut à Keter. Tu t'aperçois que les modifications, c'est des millimètres. Tu as le droit de t'améliorer un peu ta réalité, mais il ne faut pas aller trop loin. Et même si ça sert le hack, même si ça sert... Il n'y a rien qui sert le hack. Le hack se suffit à lui-même. Le hack se suffit à lui-même, il n'y a rien qui sert le hack. Tu sous-estimes ce que c'est le hack, là. Tu es en train de le sous-estimer. Le hack, c'est l'émanation de la substance divine. Non, mais je sais, le hack, il se suffit à lui-même, il est incréé, il s'est créé lui-même. Évidemment. C'est la substance des substances, c'est l'esprit des esprits. Ne sous-estime pas le hack. Il n'a besoin de rien, le hack. Tu dois être soumis au hack, tu peux te syntoniser avec lui, mais il ne faut pas s'amuser, il faut faire très attention. Donc tous ceux qui ont reconfiguré leur réalité pour arriver... Ils l'ont fait doucement et étalé sur le temps. Voilà, et là ça fonctionne. Ou alors, et là tu tues pas tes proches. Voilà, ou alors ils ont sacrifié leurs proches, c'est au choix. Il y en a qui l'ont fait, des enculés notoires l'ont fait. Je ne vais pas dévoiler la liste, mais il y a des gens qui l'ont fait ça. Des gens connus? Des dynasties qui existent actuellement, ça a été fait. Ça a été fait. Ils se sont servis de la magie Eka pour atteindre la fortune dans le pétrole à la fin du XVIIIe siècle, entre autres. Ils se sont servis de la magie Eka, mais ils ont sacrifié des proches. Les quelques familles, là, les 3 ou 4 familles, là, c'est ça?
Bah, j'ai pas envie de parler de ça, on s'en fout. On s'en fout. Si je te dis que ça existe, tu me crois, je te dis qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais. Alors c'est ce que les gens confondent avec le satanisme. Ah. Comme ces sciences magiques de configuration de réalité, de la magie Eka, qui se passent avec des mages de très haut niveau qui rentrent en syntonisation, comme ils ont entendu que ça sacrifiait des êtres dans le karma collectif, ils ont cru que c'était des sacrifices au sens littéral. Ils ont cru qu'on mettait un pentacle avec... qu'on mettait son fils ou sa fille, comme le sacrifice d'Isaac par Abraham, et que là, ça faisait quelque chose, ça améliorait ou ça améliorait pas pour plaire à l'émanation de la substance divine. C'est encore un truc exotérique à la con. Voilà, ça c'est la lecture de surface. C'est-à-dire le sacrifice, il ne se passe pas comme ça. Le sacrifice, il est d'une autre manière. Quand il y a une syntonisation karmique et qu'un mage qui est passé du côté obscur de cette force vive consciente, qui est passé du côté des mages noirs, quand il s'en sert pour atteindre la fortune, eh bien, il sacrifie ses proches. Parce que forcément, il va changer les relations de cause à effet. Les premiers qui vont être touchés, c'est son noyau d'intime. Il sacrifie sa femme, son fils, son père. Ils atteignent la fortune, mais ils ont tué 3 proches. Et ça, les gens l'ont pris pour des sacrifices rituels. Ils ont cru que c'était ritualisé. Que le mage noir avait pris son fils, son père et sa mère, leur avait tranché la gorge ou les avait éventrés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par syntonisation. Et alors, quand dans la Bible, il parle de ce... comment il s'appelle, celui qui veut tuer son fils et finalement il prend un agneau. Je viens de te l'expliquer. Voilà, là, Abraham est une allégorie de la syntonisation karmique. Il savait déjà de quoi il parlait. C'est l'évocation, quand on évoque de dire il allait pour tuer son fils. Et puis finalement, la force vive consciente, par le bras de Gabriel, la force de Dieu, retient sa main. C'est juste, ça veut dire que Abraham, attention, Abraham c'est un être synthétique. Abba al-Rahim, ça veut dire le père des nations, c'est-à-dire c'est un être synthétique, il n'a pas existé Abraham, c'est la synthèse d'écoles ésotériques, c'est la synthèse de mouvements mystiques. Abraham, c'est un jeu de mots, Abraham il n'a jamais existé. Abraham, ça te parle de la syntonisation karmique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Abraham qui était prêt à sacrifier son fils par syntonisation karmique, c'est-à-dire à améliorer la vie de son peuple matériellement, on le déconseille. Alors il révise ses volontés à la baisse, et là, Gabriel lui fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier son fils. La syntonisation karmique va légèrement améliorer sa réalité sans sacrifier son fils. Attention, la lecture de surface de la Bible, elle n'a rien à voir avec la lecture profonde. J'ai compris, La lecture profonde, elle est liée aux magies Eka, à la vraie réalité des choses. La lecture de surface, elle est allégorique. Si tu n'as pas le sod, en hébreu, la faculté de décrypter le sens caché des Écritures, si tu n'es pas porteur du sod, ben, la lecture de surface, ça se lit comme l'Odyssée d'Homère. Il ne faut pas en attendre trop. Si tu veux vraiment pénétrer le sens profond des textes, il faut maîtriser la magie Eka. Attention, ce que je te parle, la magie Eka, il y a un noyau sur la planète qui le maîtrise. Oui, je m'en doute, c'est sûr, évidemment. Ce que les gens appellent les formes pensées, c'est pas à la portée de tout le monde. Les gens, il y a une fable actuellement sur Google où tout le monde dit « nous sommes créateurs de notre réalité ». Nous sommes créateurs de notre réalité. Comme si tous les humains avaient la possibilité en eux de la syntonisation karmique, avaient le CD. Non, c'est faux. C'est un noyau sur la planète d'initiés, de mystiques de très haut niveau, de supraconscients de très haut niveau, qui sont porteurs de ce CD. Et c'est eux qui configurent la réalité. Mais pas l'homme lambda. L'homme lambda, il subit ce processus. Il est aspiré par le karma collectif. Cette relation de cause à effet créée par un noyau d'initiés, l'homme lambda est aspiré là-dedans. C'est pour ça que ce noyau-là dont tu parles, ils seront épargnés à la fin. Non, c'est l'inverse. Bizarrement, comme il ne maîtrise que le K, il n'arrive qu'à Tiferet, à 6 Hz d'activité neuroélectrique. Il y a... Ah, tu parles de ce noyau-là, d'accord. Ouais, le noyau terrestre, là, ce sera... Tu sais, il y a une allégorie dans le Nouveau Testament, on dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça explique que quand il y aura le grave conflit mondial d'ici 2 siècles qui est annoncé par toutes les eschatologies de toutes les religions à haute intensité spirituelle, l'Apocalypse, elle est imminente, elle arrivera, elle a été traitée par tous les supraconscients de toutes les voies religieuses. Elle est traitée même chez les chrétiens avec l'Apocalypse. Donc elle va arriver d'ici 2 siècles, elle est imminente. Dans 200 ans, il va y avoir un grave conflit mondial. Et il y aura un noyau de survivants.
toutes les traditions religieuses l'ont vu, il y aura à peu près 150 000 survivants. Tu comprends bien qu'il n'y aura plus assez de réceptacles biologiques pour contenir de Merkaba. Alors il va se passer ce qu'on appelle la gouffe, c'est-à-dire que dans 2 siècles, il va rester à peu près 150 000 humains sur la planète. Ça veut dire qu'il va falloir attendre l'explosion démographique qui va se passer pendant des dizaines et des centaines de milliers d'années. Tu es d'accord avec moi? Toutes les Merkaba porteuses de Ka et de Ba, d'esprit et d'âme, seront retenues dans l'inframonde, en sommeil semi-léthargique. C'est-à-dire que les premiers favorisés, d'ici 2 siècles, dans ce repeuplement démographique, chaque fois qu'il y aura une naissance, une Merkaba, sur le mode tachyonique, viendra construire la biologie de cet être qui va être créé. Ce sera au cas par cas, ponctuel. Les Amalécites seront les derniers servis, c'est-à-dire les gens qui auront atteint les hautes sphères de notre réalité actuellement, seront ceux qui seront dotés de leur véhicule céleste en dernier. Les supraconscients le seront en premier. Et là arrive d'ici 2 siècles le matriarcat, le 2e âge d'or de l'humanité. Donc on va repartir sur un nouveau paradigme. Normal, la Terre sera rendue propre. C'est-à-dire on va repartir sur la race supraconsciente qui va repeupler l'humanité à partir de 2235 à peu près. Et à l'avènement de Kuan Yin, là on va repartir dans le matriarcat. Ça, toutes les doctrines à haute intensité spirituelle l'ont vu aussi. Ainsi que tous les supraconscients, les yogis de haut niveau, les kabbalistes de haut niveau. Ça tient debout puisque c'est le Ka qui agit sur la matière, c'est ça? Donc le matriarcat. C'est pour ça que les taoïstes disent Chuanpin, parce que le Ka, les taoïstes ils l'appellent Chuanpin, la force féminine négative, la divinité du Val, la femelle obscure. Chuanpin, ça veut dire femelle obscure. Ils savent déjà, les taoïstes, c'est annoncé dans le Viking, dans l'Apocalypse Viking, on te décrit pareil que dans les Apocalypses. Tu sais, il y a des choses récurrentes. Le Ka porte en lui la réalité. Donc le Ka, quand il y a un équilibre à faire, quand Chuanpin n'est pas content de ce qui est en train de se passer, c'est lui qui bat les cartes au Rami. C'est lui qui va briser la civilisation de la technologie dans 2 siècles. Parce qu'on prend une mauvaise voie. Dans l'univers, le progrès est spirituel, il n'est pas technologique. Et là, Chuanpin, la femelle obscure, la divinité du Val, elle est en train de s'apercevoir que les humains ont fait fausse route, se sont engouffrés dans la voie de la technologie. Donc le transhumanisme à fond, la génétique, cybernétique, modification génétique. Dans 2 siècles, ça va nous conduire dans une impasse. Chuanpin va briser la civilisation humaine. Il va rester un noyau de supraconscient. Ce noyau de supraconscient va refaire partir l'humanité sur de nouvelles bases. Parce que ce noyau de supraconscient aura compris que la technologie, c'était une impasse. Ils vont développer des siddhis, des facultés supranormales. Ils ne vont plus tomber malades parce qu'ils vont savoir réguler leur corps par énergie. Ils vont savoir, comme les taoïstes, réguler leur circulation d'énergie. Ils ne vont plus tomber malades. Ils vont avoir de la télépathie, donc plus besoin de téléphone portable. Quand tu as la projection de conscience, la bilocation, la télépathie, tu n'as plus besoin de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin, qui nécessite de la technologie actuellement, sera remplacé par des facultés supranormales. On sera dans un monde qui sera privé de technologie, mais qui sera beaucoup plus avancé que le monde dans lequel on vit maintenant. C'est au-delà du champ de conscience de Sapiens Sapiens, il n'arrive pas à se l'imaginer. Oui, forcément. On reviendra dans des conditions du néolithique, on vivra quasiment d'amour et d'eau fraîche. La Terre va reprendre la configuration d'un Éden, d'un paradis. On vivra d'amour et d'eau fraîche, de fruits, de tout un tas de choses saines, mais en vivant beaucoup mieux que maintenant. La technologie spirituelle, les siddhis, sont bien plus efficaces que la technologie matérielle. Il y aura un endroit sur la Terre pour vivre ça, parce que j'imagine qu'il y a plein d'endroits qui seront... Alors il va y avoir la période de transition qui va s'étaler pendant plusieurs siècles. Le noyau de survivants, à un moment donné, va être obligé de foutre le camp dans des endroits qui sont préservés du NRBC. Parce que ça va péter à tout va. Il va y avoir du nucléaire, du bactériologique, du chimique, du radiologique. Il va y avoir tout un tas de saloperies dans 2 siècles. Parce que les gens ne vont pas se faire de cadeaux. Il y a 2 factions qui vont s'affronter, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Et il y a des zones sur la Terre, ça va être des oasis. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'autres endroits sur la planète qui seront épargnés. Ce seront des oasis. À partir de là, le noyau de supraconscient survivant va refaire déployer ce nouveau paradigme en même temps que le NRBC va décroître.
Donc au fur et à mesure que la population va augmenter, le NRBC va diminuer. Donc d'ici plusieurs siècles, après, déjà on va dire que d'ici 1500, d'ici 2000 ans, la planète sera redevenue propre, je te le garantis. Tout ce qui était sale aura été enterré, la végétation aura redémarré, on aura affaire à une planète qui aura retrouvé toute sa fraîcheur. Si c'est ça que tu veux savoir. Oui, c'était une question que je me posais. Au fur et à mesure que le NRBC va baisser, la démographie va augmenter. Donc non, ça sera propre. On va repartir dans le matriarcat, ce sera le deuxième âge d'or de l'humanité. Le premier, ça aura été l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur. On va rentrer dans un deuxième âge d'or d'ici 2 siècles. Et tous ceux qui vivront à cette époque-là ne vont pas avoir la nostalgie de certains trucs qui étaient avant, comme la technologie. Ah, pas du tout, là. Tu as affaire à des supraconscients, néné. Là, tu te gourres, là. Tu n'as pas affaire à Sapiens Sapiens de base. Là, tu auras affaire à des supraconscients de très haut niveau. Non, ils n'ont pas de frustration, les supraconscients de très haut niveau. Ça, je peux te le garantir. Non. Pas de regret, non. C'est trop grave ce qui va arriver. La course technologique, là, ça sera tellement grave et tellement horrible que l'humanité va s'en souvenir à jamais. Ça sera éternellement gravé dans les gènes de ce qui va arriver là d'ici 2 siècles. Ça sera gravé dans l'inconscient collectif pendant des centaines de milliers d'années. L'impasse technologique, ça va marquer les livres d'histoire pour des centaines de milliers d'années. Quand l'humanité se sortira de cette catastrophe démographique, ça sera une extinction massive pour Sapiens Sapiens. Ça va marquer son esprit à jamais. Et là, dans ce nouveau paradigme, d'ici 2 siècles, ce sont les survivants, par bonheur, seront supraconscients de très haut niveau. Donc, pas de frustration, des gens bien comme il faut. Ils seront là, à cette époque-là, les supraconscients de haut niveau. Pourquoi? Parce que peut-être aujourd'hui... Parce que Chuan Pin l'a décidé et parce que le Ka et le Ba l'ont décidé. C'est comme ça, c'est un rééquilibrage. Oui, quand ça ne va pas, dans des systèmes... C'est pas eux qui reconfigurent leur réalité dans les 200 ans? Non. L'esprit délègue au cas, c'est-à-dire la polarité négative, de fabriquer la réalité. Mais après, ce qui se passe, les relations de cause et effet, elles sont basées sur le hasard. Sauf pour les supraconscients de très haut niveau, qui arrivent un petit peu à syntoniser, qui arrivent à reconfigurer la réalité. C'est ça que je te dis, ils arrivent à configurer. Mais c'est pour ça que ça sera propre. Voilà. T'as compris? On y arrive. Pas de frustration, pas de regret et de la propreté. Parce qu'il y aura une propreté morale, propreté spirituelle. Pourquoi? Parce que les 150 000 survivants d'ici 2 siècles seront tous supraconscients de très haut niveau. Ça sera propre. Ils arriveront légèrement à modifier les relations de cause à effet, donc on n'ira que vers du bien, mais absent de technologie. Ça dépasse ton champ de conscience. Non, pas du tout, je comprends très bien. Quand un homme sait réguler ses énergies internes, il ne tombe jamais malade. Il n'y a pas de rien, même pas un rhume. Pas besoin de médecine. Pas besoin de médecine, à la poubelle. Tout ça, quand un homme sait maîtriser le CD, de la bilocation, de la télépathie, tu n'as plus besoin de ça. Non seulement tu entends ton interlocuteur, mais en plus tu le vois. Tu fais une projection devant lui, tu le vois et il te voit. Il y a des choses qui vont partir à la poubelle éternellement. Parce que les CD, les facultés supranormales vont dépasser la technologie. Ah oui, forcément. On va vivre dans un monde qui dépasse l'entendement humain. Le monde dans lequel on va vivre d'ici 2 siècles, ça apparaîtrait comme de la magie pour les gens de maintenant. Ça sera magique. Ils vont dire, si des gens de maintenant avaient accès à ce futur-là, ils prendraient pour de la magie. Il y en a déjà un petit peu de magie. On est dans un monde mystique, mais pas l'homme lambda. La légende qui circule sur Internet qui dit que les humains sont porteurs de la réalité, qu'ils arrivent à remodeler, c'est faux ça. C'est un noyau d'humains, c'est pas tous les humains. L'humain lambda, il est coupé de ses facultés. Mais comme tu dis que tout le monde peut avoir accès à la supraconscience en le travaillant, tout ça, il va peut-être le dire comme ça. Ça prend une trentaine d'années. Ça prend 30, 40 ans. Ah oui, c'est-à-dire si tu prends un candidat qui a une trentaine d'années, il sera kadosh à 60, 70 ans. Attention, c'est un long processus. Non, mais toi, tu n'as pas 70 ans que je Non, mais moi, je fais un éveil soudain. Là, je te parle de l'éveil graduel. Et 99% des éveils sont graduels. Attention, c'est un long processus. Ça ne s'apprend pas comme ça. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ce sont des vieux, après, avec la sagesse, qui gèrent ça. Tant mieux.
Tant mieux parce que le monde sinon serait encore plus... Heureusement que ça vient avec la sagesse. L'éveil soudain est complètement différent. L'éveil soudain et l'éveil graduel, ce n'est pas les mêmes choses. Un éveillé soudain va faire le cheminement inverse. Il va avoir accès au monde infrascopique, à cette connaissance. Et puis ensuite, il va avoir SIA. Il va mettre des mots dessus, il va apprendre tout le processus. Mais 99% des éveils, c'est l'inverse. C'est un éveil graduel. C'est-à-dire c'est des gens qui sont pris en tant qu'apprentis compagnons ou disciples de base. Et doucement, en une trentaine, une quarantaine d'années, on les amène à Keter. C'est un long processus. Putain, tu as raison. 30 ans. On n'a rien sans rien. Tu crois que quoi? Tu crois que tu vas le maîtriser comme ça en 3 semaines, ça? Oh, dans une autre vie peut-être même. Mais dans plusieurs dizaines de vies ou dans plusieurs centaines de vies. Les sciences occultes comme ça, ça réclame de l'abnégation. Tu l'as pas, toi déjà. Tu n'as pas la configuration cérébrale pour te mettre là-dedans. Il faut passer des nuits obsessionnelles à travailler ça. Des nuits obsessionnelles. Déjà, t'en as marre, toi, au bout de 5 minutes de méditation, t'en as marre au bout de la première page de lecture. Tu n'as pas la configuration. Ouais. Il faut déjà que tu atteignes l'esprit transcendantal et tu l'as pas. Il faut que tu atteignes l'éveil paradoxal, l'esprit transcendantal. Il faut que tu te plonges dans SIA, dans l'étude compulsive. Il faut que tu lises, je sais pas, 4 livres par mois. Il faut que tu passes des nuits blanches. Bon courage, les amis, parce que... Ben non, mais pour que les gens ils se leurrent pas. Je suis pas en train de vendre de la poudre de perlimpinpin. Bien sûr. Pour arriver à maîtriser... faut être autiste Asperger, voilà pourquoi. Ou être autiste Asperger. Voilà. Ouais, tu auras plus de chance. Hein. Ah ouais, mais c'est Ce sont des études compulsives et longues. C'est long et c'est prenant et ça se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gradients dans les sociétés secrètes. Chez les martinistes, chez les rosicruciens, chez les francs-maçons, il y a des gradients. Tu commences en partie compagnon, maître maçon, puis tu franchis. Et puis tu arrives à Kadosh, en passant par Chevalier Rose-Croix. Pourquoi? Parce que c'est un long processus. Ça prend des décennies. C'est une initiation méthodique, où on te propose l'outil pour arriver à ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Est-ce que tu as des questions? Là, alors je tiens, je vais faire un petit parallèle. Ouais. La molécule du cristal de fer. Alors, pour t'expliquer, tout est régi dans notre univers. Il y a des lois fondamentales qui régissent notre univers. Il y a des couplages entre les polarités. Et ces couplages donnent des mécaniques. Ça donne des mécaniques dans notre réalité. Donc, une des mécaniques du K et du bas, c'est la molécule de cristal de fer. C'est-à-dire, je t'explique, l'action moléculaire dans notre réalité, elle est régie par le EK. C'est-à-dire, lorsque la singularité bas de l'esprit se met en contrarotation avec la singularité K de l'âme, la singularité négative, ça crée 3 dimensions et le temps par la contrarotation. Et cet enchevêtrement, il est moléculaire, c'est-à-dire il crée de la biologie. Pourquoi ? Parce que cet enchevêtrement a la configuration de la molécule du cristal de fer, c'est-à-dire c'est 9 molécules, 4 montées cubiques et un barycentre. À partir de ça, tu crées tout l'univers. La molécule basique de configuration pour créer de la matière, c'est la molécule de cristal de fer. Alors figure-toi que c'est l'enchaînement de l'arbre séphirotique. Quand tu pars de Malkout à Keter, en passant par la colonne centrale, donc Tiferet, Da'at, Keter, tu fais Malkout, Tiferet, Da'at, Keter. Je ne parle pas des 2 autres polarités, elles sont plus ou moins, je te parle de la sublimation au milieu, de la colonne de Ma'at, l'équilibre. Tout ça, c'est bâti sur la molécule du cristal de fer parce que ça gère les 3 dimensions et le temps. L'arbre séphirotique, c'est juste que ça te montre les tétraèdres, K et bas imbriqués entre eux, qui forment quoi? Des cubes. Parce que 2 tétraèdres, quand tu les accouples, tu obtiens une stella octogona, c'est-à-dire tu obtiens un octangle étoilé. Et l'octangle étoilé, quand tu relis les 8 sommets qui sont créés, ça te fait un cube. On vit dans un monde atum. Les Égyptiens anciens l'avaient compris, atumra, c'est-à-dire on vit dans un univers qui est déployé cubiquement. Pourquoi? Parce que le tachyon, la singularité du tachyon, elle est tétraédrique. Elle développe 3 dimensions.
son comparse de la polarité inverse déploie aussi 3 dimensions, et quand il rentre en contre-rotation, 2 tétraèdres forment un octangle étoilé qui forme un cube. L'enveloppe convexe d'un octangle étoilé est le cube. Les 8 sommets reliés donnent un cube. Chiffre 9 parce qu'il y a le barycentre. Donc la magie EK, qui est basée sur le contrôle du K et du bas, qui sont configurés en modèle cristal de fer, ont donné quoi? Le Sefer Yetzira. L'arbre séphirotique est issu de la magie EK. D'accord. Et quand elle a transité par le judaïsme et le Sefer Yetzira jusque chez les alchimistes de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance, elle a donné quoi? Elle a donné quoi? Le grand œuvre et la pierre philosophale. Et le grand œuvre et la pierre philosophale, doucement, ont créé les loges maçonniques. C'est-à-dire ces sciences occultes ont accouché du principe maçonnique. Parce que partir de Malkut Keter, dans une initiation secrète, c'est-à-dire de partir de la matière, monter jusqu'à l'esprit, pour à la fois pactiser avec l'esprit et pactiser avec la matière, ben, ça relève des sociétés secrètes. Le grand œuvre et la syntonisation karmique. Le grand œuvre, c'est la syntonisation karmique. Le grand œuvre et la pierre philosophale, qui est le 4e creuset, relève de la magie EK. C'est-à-dire, c'est un savoir qui est issu de la nuit des temps. Ça remonte jusqu'au paléolithique supérieur, à l'ère magdalénienne. C'est les femmes qui l'ont maîtrisé en premier parce qu'elles sont de polarité négative. Elles ont eu plus facilement d'accès à Tiferet, au K. Et oui, forcément. Et c'est pour ça qu'elles vont... Ben, les femmes sont bien meilleures supraconscientes que les hommes. Une femme qui maîtrise la magie EK est beaucoup plus redoutable qu'un homme. Attention, il faut faire attention. Les femmes qui sont initiées à ces sciences, elles sont ultra dangereuses. Il y en a sur la planète. Ben, j'imagine, elles sont bien cachées alors. Alors, en Europe, il y en a. Figure-toi que, outre les sociétés secrètes, où il y a des Kadosh, des Yordei Merkaba, des Chevaliers Rose-Croix, outre ce petit noyau, il y a un territoire en Europe qui maîtrise ça. D'après toi, c'est où? L'Europe, c'est assez vaste. Hein. L'Europe occidentale, je te parle. Qui maîtrise la magie EK? Ouais, à 100%. C'est d'ailleurs le seul territoire européen où la magie EK est encore pratiquée. Dans les artères. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une tradition éteinte. C'est encore court aujourd'hui, mais toujours noyauté, hein, comme dans la franc-maçonnerie. Hein, les Anglais? Non, pas du tout. Les Italiens? Pas du tout. Les Corses. Ah oui, les Corses, les Mazzieri? Ouais, les Mazzieri, ils sont les derniers prétendants à la magie EK sur le territoire européen. Les Mazzieri corses, c'est une tradition chamanique qui remonte au Sintinedi, au paléolithique supérieur et au néolithique. Les Mazzieri corses qui maîtrisent le Rimbeku, c'est la magie EK. La Corse est le dernier territoire chamanique d'Europe occidentale. Putain, pour un Corse, tu marques mal. Je le savais pas. Tu marques mal. Hein. Je marque mal. Ouais. Alors tu marques Mazzieri. Mazzieri, non, c'est pas grave, je vais l'épeler. M-A-Z-Z-E-R-I. Et tu marques Corse chamanique. Et tu auras accès à toutes les thèses des grands anthropologues, des grands ethnologues qui ont compris que c'était les dernières manipulations chamaniques d'Europe occidentale. Ce sont les Corses qui arrivent à le maîtriser encore. Cristaccio? Cristaccio. Ah yo, tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Enfin, je le savais parce qu'on en avait déjà parlé, mais voilà. Mais je savais les pas. Les Mazzieri sont les derniers à maîtriser en Europe occidentale la magie EK, hormis les hauts grades des sociétés secrètes. Forcément. Le Rimbek, l'essence occulte corse, est issu de la magie EK. Ouais. T'as des questions? Et je vais regarder si j'ai encore une question qui correspond, vu que tu parles. Là, on est au premier, c'est la première vidéo, c'est le premier triptyque. Il faut intégrer ça, parce que ça part de cette tradition ancestrale, pour comprendre après la Torah, le Sefer Yetzira, enfin la Kabbale juive dans sa globalité. Il faut passer par là. Sinon, tu ne comprendras pas la Kabbale juive. Ah oui, j'imagine. Bon, j'avais une question, mais bon, ça... Alors, les Égyptiens anciens étaient-ils les seuls à avoir cartographié par écrit le processus de la supraconscience? Non. 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 Et,
ils font partie des 3 peuples qui ont gardé cette essence secrète et qui l'ont transmis. C'est les Védistes, les Taoïstes primitifs et les Égyptiens anciens. Il y a 3 peuples qui ont gardé Mais ils étaient contemporains ou ils étaient... Oui, ils étaient assez contemporains. Hein. C'est-à-dire que les taoïstes primitifs, on va remonter à 5500 ans, les Égyptiens anciens, on va tomber à 5000 ans, les Védistes, on va tomber entre 3005 et 4000 ans. Ça s'est étalé sur... ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. Ces traditions ont gardé cette initiation. Ça s'appelle un processus psychophysiologique. Apprendre à un individu la psychophysiologie, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière. C'est-à-dire le yoga, le yoga de haut niveau, le tai chi de haut niveau, toutes ces sciences Eka de haut niveau, la supraconscience à haut niveau, on appelle ça des disciplines psychophysiologiques. Ouais. Alors, bon, après ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de répondre. Alors, quelles sont les élites qui gardent jalousement les sidis secrets afin de procéder à la syntonisation karmique? Ouais, on l'a abordé, mais on s'en fout. Pour leur propre compte, sont-ils des mages blancs ou des mages noirs? Ce sont des mages blancs et noirs. Ouais. On est dans un univers bipolarisé. Ça me fait marrer quand les gens pensent que l'élite est foncièrement mauvaise. Oui, c'est faux. Bah non. L'élite est bipolarisée comme le reste. Comme tout le reste. Il y a autant de gens qui œuvrent pour le bien dans l'élite que pour le mal. Sinon, on vivrait on serait en train de se prendre à coups de hache s'il n'y avait que des mages noirs à la tête de l'élite mondiale. Alors que c'est faux. Il y a des hôpitaux, il y a des soins, il y a des écoles. Non, c'est bipolarisé. L'élite est bipolarisée comme le reste de l'univers. J'avais une question dessus aussi. Qu'est-ce que ça représente le Képer? C'est le Képer qui s'appelle, le scarabée là, qui pousse... Képri qui pousse une boule que les Égyptiens anciens associaient au dieu solaire. C'est la résurrection. Képri est le symbole christique. Képri, c'est le bousier, cet animal qui fait des boules à longueur de journée. Voilà, le bousier a la faculté de tomber en léthargie, de s'enterrer, de tomber en léthargie, de ressusciter un petit peu plus tard. Il y a plein d'animaux comme ça qui ont cette faculté. Les Égyptiens anciens, à l'ère Nagada, Képri, c'est cet animal, ils se sont dit, tiens, il est le représentant de la résurrection. La force vive consciente, le Hak, parce qu'ils ont détecté cette force il y a très longtemps, ils se sont dit, tiens, le Hak a choisi peut-être cet animal comme étendard. Et ils l'ont symbolisé, c'est-à-dire la résurrection, qu'à chaque fois que tu vois Képri, ce bousier, ce petit animal qui tient dans les pattes du bas un petit soleil et dans les pattes du haut un gros soleil, c'est la fin du jour et le début du jour. Il te marque la traversée de la Douate par Ré, par le dieu Ré, c'est-à-dire de rentrer dans l'obscurité, de traverser la nuit et ensuite de renaître chaque jour. C'est Képri. Et ça fait office aussi de symbole de la résurrection. C'est-à-dire Christ, dans le bassin méditerranéen, à l'époque, chez les Égyptiens anciens, il était symbolisé par Képri. D'accord. D'accord. Donc on voit vraiment que Jésus, il a été... Justement, j'ai une question là-dessus. Tu vas voir que Jésus, le processus est issu de la magie Eka. Le Christ, c'est ça. Alors Christ, la faculté de la syntonisation karmique qui réside dans Keter, qui réside entre Tiferet et Keter, on appelle ça, dans certaines sociétés secrètes, l'état christique. C'est quand tu atteins cet état de conscience modifié qui te permet d'agir sur la matière. C'est pour ça que Jésus, le mythique, le personnage du Nazaréen, est un faiseur de miracles. Comme Mitra était un faiseur de miracles, comme Sérapis était un faiseur de miracles. Ce sont des faiseurs de miracles parce que Keter, le germe christique, contient la syntonisation karmique, le fait d'agir sur la matière. Donc j'avais cette question, mais c'est plus la peine que je la pose. Du coup, la vie de Jésus n'est-elle pas directement calquée sur la vie d'Osiris, ressuscité sous la forme de roue dans le culte osiriaque? Bien sûr, bien entendu, bien sûr. On va y arriver. C'est-à-dire, voilà, la magie Eka, que je t'ai expliqué, c'est-à-dire manipuler les singularités, le Ka et le Ba, les singularités issues des deux polarités. Cette magie Eka, elle a formé des noyaux de Shemsuor, de moines guerriers, de prêtres du temple d'Amon, de scribes. Ils étaient issus de l'aristocratie et c'était de l'élite. C'était vraiment l'élite de l'élite. Et cette caste ne pouvait pas
gardé ce savoir pour tout le monde. Ils l'ont crypté. Alors, à partir de ce savoir de la magie Eka qui a fondé les sphères de conscience de l'Énéade, ils ont créé le culte ra-osiréaque. Le culte ra-osiréaque est l'évocation de surface de ces sciences occultes. D'accord. Donc, quand le judaïsme et le christianisme, qui se sont servis de cette magie ancestrale mystique Eka, ont repris aussi la lecture de surface du culte ra-osiréaque. Et Osgir, Osiris, parce que Osiris c'est l'hellénisation du terme Osgir, qui est égyptien ancien. Osgir a donné Osiris, et Osiris est le prototype christique, c'est-à-dire c'est le premier des ressuscités. Si tu lis un jour le culte ra-osiréaque, c'est la vie, la mort et la résurrection d'Osiris. D'accord. Alors attention, hein, il y a eu un processus mystique, ça date de l'ère Nagada, c'est-à-dire il y a ça 5000-5500 ans. Mais Osiris ne s'est pas tout le temps appelé Osiris, hein. Il a transité, il a changé de nom. Et comme Osiris, le principe christique existait aussi chez les peuples indo-ariens, il s'est appelé tour à tour Mitra ou Kalki, c'est-à-dire les Perses étaient tout à fait au courant de ce processus Eka. Et donc le christianisme, parce que les Byzantins, ce sont eux qui ont vraiment fondé le christianisme. Les Byzantins, il faut se dire, c'est un peuple indo-européen orientalisé, c'est-à-dire c'est un peuple indo-européen issu de cette tradition indo-arienne, donc du culte du Zend-Avesta et du culte de Mitra, mélangé avec la tradition du culte ra-osiréaque de l'Égypte ancienne. On peut dire que les Byzantins, avec le christianisme, ils ont créé un culte indo-européen orientalisé. C'est ça, j'avais une question là-dessus, mais est-ce que c'est bien? C'est Constantin, c'est ça? Constantin Ier, c'est le premier de la dynastie des Constantiniens, c'est Byzantin, 320 après Jésus-Christ. Alors lui, il était au courant de la supraconscience. Bien entendu. Des Égyptiens. Alors que je vais t'expliquer, je fais une parenthèse, j'ai peur de l'oublier. Ouais. Constantin Ier, c'est un mec, il est initié. C'est-à-dire, à une époque de sa vie, cet empereur, l'empire à l'époque c'était un triumvirat, c'est-à-dire avait trois empereurs. Il y avait trois empereurs à la tête de l'empire. Il y avait l'empire d'Europe occidentale, l'empire d'Europe centrale et l'empire d'Europe orientale. C'est-à-dire on y reviendra à ce type d'empire avec les Carolingiens, à la mort de Charlemagne, ça va reprendre ces frontières-là. Et Constantin, ça ne lui plaisait pas. Il a décidé de combattre les deux autres empereurs qui s'opposaient à lui. Et là, il subit une initiation. Tu vois qu'il y a un noyau de mystiques qui accompagne l'élite mondiale depuis longtemps, parce qu'à cet empereur, à Constantin, on va lui dire « on va te donner la faculté de gagner ». Donc, le symbole du pont de Milvius, dans l'histoire de Constantin, quand on te dit avant la bataille du pont de Milvius, où il a terrassé Licinius, donc un de ses opposants, il voit le chrisme. Et le chrisme, quand il le décrit, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Il ne voit pas une croix latine, il ne voit pas une croix, hein. Il voit un cube. Il voit un cube éthérique. Et le fait de montrer qu'il voit un cube éthérique, donc Inox signo vinces, la célèbre devise de Constantin, par ce signe tu vaincras. Ça veut dire qu'en voyant la Jérusalem céleste, le cube métatronique, donc le chrisme c'est son infrastructure, on appelle ce que les juifs vont appeler les 6 directions de l'espace dans le Sefer Yetzira. Le fait de montrer que Constantin voit le chrisme, la Jérusalem céleste, qui est décrite par le chrisme, c'est juste pour te dire qu'il a eu accès à Eka, aux sciences occultes merkabiques. C'est-à-dire qu'on l'a enseigné à activer sa Merkaba. Alors effectivement, il a terrassé tout le monde, il est devenu empereur, il a fondé la capitale de son empire à Constantinople, et il a été le premier des Constantiniens. Et le processus, attention, il s'est étalé sur 70 ans. Hein. Ce n'est pas Constantin avec sa mère Hélène qui ont bombardé le christianisme comme ça. C'est un processus, il a duré 70 ans. Il s'est étalé de Constantin Ier jusqu'à Théodose Ier en 390. C'est un processus de 320 en 390. Ça a été la grande purge religieuse. Ça a été une des plus grandes purges religieuses de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les Constantiniens ont écrasé par l'épée tous les autres cultes. Ils ont tué tous les représentants du culte de Sérapis, tous les représentants du culte de Mitra, tous les représentants
culte secondaire, Isis, Cybèle et compagnie. Ils ont tous exterminés, sauf ceux qui ont accepté la conversion. Ceux qui ont accepté la conversion ont été épargnés, mais c'est devenu des chrétiens. Mais par l'épée, ça a été une conversion. Cette purge qui a duré 70 ans, c'est une purge par l'épée. Et là, les Constantiniens, de Constantin Ier à Théodose Ier, ils ont bâti cette nouvelle religion assez rapidement. En une génération, en 2 générations, c'était plié dans le bassin méditerranéen, il était chrétien. Ça leur a donné un formidable outil de contrôle des masses. C'est ça que je voulais dire, Constantin. Donc, ça a été un des plus gros outils de contrôle des masses de l'histoire de l'homme. Donc, il connaissait la supraconscience et du coup des Égyptiens, et du coup il s'est servi de leur connaissance mais attends, ésotérique. les Constantiniens, ils savaient que Jésus n'avait pas existé. Attends, je te l'explique. Non, mais là, pour prêter à Jésus des paraboles supraconscientes. Ouais, parce qu'ils ont fait, écoute ce qu'ils ont fait, les Constantiniens. Ils ont fait ce que les Égyptiens ont fait avec la magie Eka. Ils l'ont crypté. La magie Eka n'apparaît pas telle qu'elle, lecture de surface. Les Constantiniens, au IVe siècle, à partir de 320, ils ont fait pareil. Ils ont dit, putain, on ne peut pas proposer ça au peuple. Ils vont tous maîtriser la supraconscience, la syntonisation karmique. Ils vont tous faire comme ils veulent après. On ne pourra plus les diriger. Alors ils ont créé une lecture de surface dogmatique pour le peuple, 99% de la population. Et eux, l'élite, ils ont crypté la magie Eka. La magie Eka et la magie mitraïque, c'est la même. C'est-à-dire les Perses et les Égyptiens anciens avaient trouvé les mêmes techniques psychophysiologiques. Ils les ont mariées entre elles. Ils les ont cryptés, ils ont fait Jésus de Nazareth, ça c'est la version cryptique, mais ensuite Eka, la syntonisation karmique, etc., c'était pour 1% de l'élite byzantine. Constantinien n'était pas chrétien, je peux te le dire. Constantin, Théodose, c'était pas des chrétiens. C'était des gens qui étaient très initiés à la magie Eka, mais ils savaient très bien que Jésus de Nazareth n'avait jamais existé. Comme l'Assemblée, le noyau dur des cardinaux actuellement. Il y a un noyau dur de cardinal au Vatican qui sont initiés par les anciens. Au fur et à mesure que tu rentres, ils sélectionnent des cardinaux. On sait à qui on peut le dire, à qui on ne peut pas le dire. Le noyau des cardinaux au Vatican, ce que je te dis, ils le savent. Et ça ébranle pas leur foi. Parce qu'eux, en fait, ils croient à l'émanation de la substance divine qu'ils ont christisée. C'est-à-dire, c'est ça, c'est Keter qu'ils tiennent pour Christ. C'est pour ça que l'Assemblée, le noyau dur des cardinaux, ne dit pas Jésus. Jamais. Hein? Non, Christus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Jamais de la vie ici ouais. Tout se tient du coup. Bien sûr. Christ n'a rien à voir avec Jésus, je t'en ai fait la démonstration. Je sais, ouais. Bien sûr. Ça, c'est la première partie. Est-ce que tu vois plus clair? Ah ouais, c'est nickel. C'est très chaud, mais c'est bien. Attention, parce que toi tu me dis oui, moi j'ai tout compris. Le tachyon qui se situe ici, il développe 3 dimensions, c'est une singularité. On est d'accord, là on passe dans la mécanique et la physique quantique. Tout ça, si tu ne l'as pas inclus dans ta tête, tu n'arriveras pas à comprendre la suite de la pulpe de l'initiation. Et tu comprendras encore moins le noyau. Donc si ça, tu ne l'intègres pas... Je l'ai bien chopé, puis je vais me le repasser un paquet. Alors, mais moi, il y aura une interrogation surprise un jour. Un jour en pleine vidéo, je te poserai la question pour savoir si tu l'as intégré. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à raccrocher les wagons. Bon, c'était une super vidéo très intéressante, qu'on va être obligé de se repasser un paquet de fois pour rien oublier. Enfin, moi, je vais le faire. Je vous conseille activement de le faire aussi. Et bon, pour enchaîner sur la suite après, qui sera de plus en plus compliquée. Donc on va en perdre beaucoup, peut-être moi même, on va voir. Et donc voilà, on se donne rendez-vous pour le deuxième volet. Donc ça sera la Kabbale juive, la Torah, la Kabbale juive. Et voilà. Messieurs, dames, à bientôt.